du Céline Dion. J'ai pris des risques justement à propos de Céline Dion, parce que j'ai vu que dans Le Devoir, le journal canadien, ils ont fait une critique un peu générale, mais ils n'étaient pas d'accord avec l'ironie que j'avais à l'égard de Céline Dion, qui est un monument national. J'avais. Et donc, bon, la première question, c'est est-ce que c'est pas là qu'on va trouver le creuset même de tous les clichés les plus éculés sur l'amour et les plus contradictoires? Alors pourquoi y faire référence? Surtout que vous y faites référence avec une certaine tendresse quand même. C'est pas. Et qu'est-ce que la chanson populaire a à nous apprendre sur l'amour, à apprendre à la philosophie? Alors, c'est une source importante, évidemment, de ce travail sur l'amour. Puisqu'au fond, lorsqu'on s'interroge sur quelle est la base sur laquelle nous construisons nos idées philosophiques dans les domaines existentiels, politiques et moraux, en fait, on n'a rien d'autre que ce qu'on appelle des intuitions ordinaires, c'est-à-dire un peu ce que les gens pensent. Et la philosophie, elle essaye, dans la mesure du possible, de les rendre cohérentes, d'essayer d'en construire des principes, d'essayer de voir ce qu'on peut en garder, ce qu'on doit en rejeter, etc. Mais il n'empêche que c'est ça la base. Ce ne sont pas des faits observés empiriquement, nécessairement, il peut y en avoir aussi, mais les idées communes qu'on se fait, ce qu'on appelle des intuitions ordinaires, c'est-à-dire des réactions qu'on a de façon spontanée, irréfléchie, pré-théorique par rapport à certains sujets, c'est ça qui fait la base de la réflexion morale, politique, donc et existentielle en général, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler les affaires pratiques. C'est ainsi que je le voyais. Alors, maintenant, comment trouver ces intuitions ordinaires? Dans le livre que vous avez cité, L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, le sous-titre était Introduction à la philosophie morale expérimentale. Et la philosophie morale expérimentale, au fond, elle s'appuie sur une idée qui serait temps de vérifier ce que les philosophes disent lorsqu'ils disent « nous pensons que », tout le monde pense que. Donc leur idée, c'est de dire « mais est-ce que c'est vrai que les gens pensent ça ?» Par exemple, la critique de la philosophie utilitariste, elle part toujours du principe que il est immoral de tuer un innocent, même si c'est pour sauver beaucoup d'autres personnes. D'où vient cette idée? C'est une intuition ordinaire que les gens du département de philosophie en général partagent. Mais on n'a jamais demandé, peut-être que certaines considèrent que c'est pas mal de tuer une personne si on peut, même par exemple de décortiquer quelqu'un pour donner le foie à l'un, le poumon à l'autre, etc. Enfin, on peut envisager toutes sortes de fantaisies dans lesquelles cette idée que, si vous voulez, c'est un point d'arrêt de notre réflexion, cette pensée qu'il ne faut pas sacrifier quelqu'un, un innocent, même si c'est au bénéfice d'une cause importante. Voilà un genre d'intuition sur laquelle nous travaillons et qui sert par exemple à contester l'utilitarisme. Si vous regardez vraiment de quoi est faite la construction philosophique, elle est faite d'une confrontation avec ces intuitions. Maintenant, donc on peut les trouver en faisant une enquête sociologique massive sur Internet pour savoir ce que les gens pensent vraiment, mais on peut essayer de trouver d'autres sources, c'est ce que j'ai essayé de faire, et entre autres dans la chanson populaire, en raison de son caractère cosmopolite, des échanges, et puis aussi, alors c'est autre chose, où l'ensemble du raisonnement s'est inversé, c'est que parfois j'ai trouvé que la chanson populaire, et je le dis sans vouloir faire de la provocation inutile, est parfois plus intelligente que la réflexion philosophique, parce qu'elle est plus complexe. Dans la chanson populaire, il y a vraiment deux courants, ce qu'on peut appeler le courant rose, où on magnifie l'amour, on exprime son adoration devant la beauté de l'autre, un peu dans le style du Cantique des Cantiques. Et puis il y a aussi, c'est une grande spécialité de la chanson, l'amour malheureux, Jacques Brel, Patsy Cline, enfin je pense même Julio Iglesias, qui est pourtant très narcissique, elle dit parfois on perd en amour. Alors c'est ce mélange entre le côté gris et le côté rose de l'amour, la complexité qu'on voit apparaître dans les chansons, que je voyais moi finalement apparaître dans les thèses philosophiques qui m'a attiré. Vous prenez par exemple la chanson L'hymne à l'amour d'Edith Piaf, elle a l'air aussi d'un chant d'adoration de l'amour. Pour toi, je serais prêt à tout, je serais prêt à renier mes amis, et même à me teindre en blonde. Alors vous imaginez, pour Edith Piaf, en effet, c'est quelque chose qui lui paraissait un grand don.
Mais à la fin, elle dit, mais mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Et c'est cette note de scepticisme qu'on retrouve souvent dans les chansons d'amour ou dans le Whitney Houston, je t'aimerai toujours, mais on ne peut plus être ensemble. Alors, c'est cette balance qui m'a intéressé. J'avais l'impression que parfois la philosophie n'avait pas, disons, les moyens de capturer cette complexité, ces incohérences qui sont celles de l'amour. Mais vous dites à propos de ces intuitions courantes qu'elles manquent aussi un peu de fiabilité. Bien sûr. Alors on se base donc sur quelque chose qui n'est pas fiable. Alors c'est pour ça qu'on a des méthodologies qui nous permettent de dire voilà, on part de cette intuition et puis on va essayer de la corriger, on va essayer de voir ce qu'on peut en garder, ce qu'on ne peut pas en garder. Et ça, c'est notre travail philosophique, de raisonner sur les intuitions. Mais c'est difficile de voir comment on peut faire autrement dans ces domaines, dans le domaine des affaires pratiques. Je me permettrais de dire aussi, quand on analyse de très près ce que sont les constructions métaphysiques en philosophie, elles s'appuient aussi très souvent sur des intuitions ordinaires, elles essayent de les dépasser, elles essayent de les critiquer, mais c'est la base de notre travail, puisqu'il ne s'agit pas d'un travail scientifique, on ne travaille pas sur des faits, sur une observation, on ne fait pas de prédiction en philosophie, on essaye simplement de mettre un peu d'ordre dans nos incohérences. Alors bon, ce n'est pas un objectif grandiose, je le reconnais, et puis certains philosophes ont peut-être des objectifs un peu plus grands que le mien, mais voilà, ça c'est à ça que se résume un peu l'objectif méthodologique ordinaire, qu'elle n'était pas armée avec ces systèmes pour saisir quelque chose d'aussi singulier, d'aussi sensuel, d'aussi individuel qu'une relation amoureuse. Et mon pari, c'était de dire, eh bien, il y a la chanson peut l'aborder de cette façon-là, la poésie peut l'aborder de cette façon-là, le théâtre, le cinéma, mais la philosophie a aussi son mot à dire, au moins mais en ne renonçant pas du tout à ces exigences de rigueur, à ces exigences conceptuelles. Il y a quelque chose à dire aussi, par exemple, dans la critique et l'évaluation des intuitions ordinaires. Et alors j'ai essayé de proposer un panorama général de l'amour qui n'était pas celui qu'on trouve traditionnellement en philosophie, où on distingue l'éros, c'est-à-dire l'amour plutôt sexuel, physique, et puis l'agapé, l'amour de bienveillance, qui serait celui que nous portons à Dieu, que Dieu nous porte, et puis aussi l'amitié, philia. Donc j'ai essayé de montrer au fond que l'idée d'amour, elle a une histoire. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très présent dans le livre. Et que l'amour romantique, c'est une forme d'amour qui est un peu différente de ces autres. Dans la mesure où on se pose toujours en permanence en amour romantique la question de savoir quels sont mes sentiments, quels sont les siens, est-ce qu'ils m'aiment, etc. Donc, toute cette subjectivation de l'amour, c'est une invention qui est finalement, je ne vais pas dire récente, mais c'est quelque chose qui n'existe pas partout et qui n'a pas existé tout le temps. Donc on peut parler d'une véritable invention en matière d'amour. C'est-à-dire que le concept a une histoire, et son histoire n'est pas finie. D'ailleurs, c'est sur ça que s'achèvent les livres, sur les autres possibilités qui s'ouvrent à nous de concevoir l'amour autrement qu'on conçoit. Je ne sais pas si je réponds à vous. Oui, tout à fait. Alors, vous écrivez, au début du livre encore, que l'on pourrait accuser la philosophie de l'amour de rester prisonnière de l'idée que l'amour et le bien, c'est la même chose. Et vous écrivez par ailleurs que l'amour doit être, l'idée d'amour, doit être libérée de la cage mentale dans laquelle elle est prisonnière. Et donc, j'aimerais bien quand même vous demander de quoi déjà faut-il libérer l'amour ? Et serions-nous nous-mêmes aliénés par cette idée d'amour? Parce que si ce n'est pas cette idée qui nous aliène, à la limite, on pourrait dire en tant que Au fond, donc, comme je vous disais, j'ai essayé de dégager des formes générales d'amour, et puis aussi ce que j'appelle les idées de base de l'amour, qui sont donc des intuitions un petit peu mises en forme sur la base des chansons populaires, des romans, enfin tout ce qu'on peut trouver comme matériel hétéroclite pour arriver à les reconstruire. Et il y en a 6 que j'ai mises en évidence, vous les avez peut-être, parce que j'ai tendance à les oublier. Bon, la première, c'est que l'amour est plus important que tout. Dans l'expression, se trouve dans les chansons, sans amour on n'est rien du tout, enfin, c'est bien connu. Une autre, c'est que l'être aimé est irremplaçable. Ou plus exactement, il faudrait le formuler de façon conditionnelle. Si on peut remplacer
la personne qu'on dit avoir aimé, c'est qu'on ne l'aimait pas vraiment. Oui, je vais dire en gros. Donc l'amour est plus important que tout, l'être aimé est irremplaçable. L'amour est au-delà du bien et du mal. C'est-à-dire qu'on peut aimer quelqu'un qui est un criminel, même qui nous fait du mal, même quelqu'un qui n'est pas spécialement moral. L'amour ne se commande pas, alors bon, on aura peut-être l'occasion de discuter de ce thème, et l'amour qui n'est pas éternel n'est pas un véritable amour. De la même façon, il faut le poser conditionnellement. Je croyais que j'aimais quelqu'un, cet amour ne dure pas, c'est que finalement c'est que je ne l'aimais pas vraiment. Autrement, il devrait durer tout le temps. Et puis, l'amour peut ne pas avoir de raison, ça aussi, il est au-delà de la rationalité, au-delà de la moralité, irremplaçable, éternel. Voilà cette cage mentale qui s'exprime d'ailleurs très bien dans des parutions récentes, qui ont été aussi, je ne dirais pas, bon, c'est vrai que je fais une critique, mais vraiment très vague, parce que j'ai autre chose à faire que critiquer les autres philosophes. Je préfère essayer de produire quelque chose qui me soit personnel, mais l'éloge de l'amour d'Alain Badiou, Luc Ferry, la révolution de l'amour, ou ici l'amour du rêve de Finkielkraut, et puis il y en a beaucoup d'autres, de Grimaldi, etc. Il y a une véritable industrie qui s'est construite ces derniers temps autour du thème de l'amour. Et ce qui est étonnant, c'est que tout ce travail se fait autour de la glorification, de l'éloge de l'amour. Alors, je trouvais ça un peu étrange parce qu'il y a une longue tradition sceptique en matière d'amour, une tradition sceptique qui remonte par exemple aux moralistes du XVIIe siècle, qui ont toujours un point de vue un peu cynique sur l'amour, aussi aux naturalistes du XIXe qui expliquent que l'amour est une ruse de la nature pour qu'on garde nos enfants au moins 3 ans, le temps qu'ils se développent un petit peu, etc. Puis en attendant l'utérus artificiel et les communautés platoniciennes plus exactement, eh bien, il faut qu'il y ait des parents et il faut qu'ils aient cette illusion amoureuse. Et puis les féministes aussi, il ne faut pas oublier qu'elles ont beaucoup combattu contre ce qu'elles croyaient être une idéologie qui contribue à servir les femmes en leur faisant miroiter l'idée du prince charmant, l'éternité pour elles d'ailleurs, comme dit Simone de Beauvoir, pas pour les hommes. Ça, donc cette critique, elle a, à mon avis, un peu disparu, et j'ai même eu du mal à comprendre, enfin après j'ai essayé de proposer une hypothèse, pourquoi d'un coup l'amour était glorifié comme il l'est dans les parutions récentes et de philosophes, dont on ne peut pas dire que ce ne sont pas des bons philosophes aussi, ce sont des gens qui ont réfléchi. Alors l'hypothèse que je me suis faite, c'est qu'il y avait aujourd'hui une critique virulente, enfin bon, c'est pas ma spécialité non plus de faire des grands tableaux sociologiques, mais d'un monde qui est en train de s'effondrer, dans lequel nous n'avons plus le lien aux autres, dans lequel chacun suit son désir, c'est quelque chose qu'Alain Badiou va dire, confond la véritable liberté qui est celle d'agir pour le bien et la liberté illusoire qui est de suivre ses désirs, même les plus fous. Et puis aussi que la société est atomisée, on est une foule de consommateurs qui zappent, on n'a plus de lien social. Et l'amour, donc, serait une sorte de remède à cet état d'éducation de notre société. Et à travers l'amour, on critique la société libérale, la société de consommation, les sociétés... Alors maintenant, je ne sais pas, ça a un peu changé, puisque c'est le capitalisme qui est la cible. On va bientôt trouver aussi que l'amour peut être une rédemption du capitalisme aussi. On instrumentalise l'amour. Et du coup, si vous voulez, toute cette tradition critique s'est un peu perdue, alors qu'elle existe en littérature. Si vous pensez à Virginie Despentes ou à Michel Houellebecq, ils ont réussi à maintenir vivante, si vous voulez, la flamme du scepticisme en matière d'amour. Et les philosophes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque leur tâche, c'est quand même d'avoir un certain détachement à l'égard de ces idées, d'essayer de les évaluer, de les mesurer, je pense qu'ils sont plutôt maintenant tous du côté de la glorification. D'ailleurs, Ricoeur se moque un petit peu de cette idée que le discours de l'amour ne peut être qu'un discours de louange. Alors voilà, je vous ai proposé une hypothèse sociologique qui est au fond celle qu'ils défendent eux-mêmes, en disant que l'amour est un remède urgent. Il fait un peu écho d'ailleurs à ce qui s'était fait il y a quelques années autour du Caire. On croit toujours que, si vous voulez, la destruction de certaines institutions centrales de notre société peut être remédiée par des comportements, des motivations, par une sorte de bonté humaine, comme si elle pouvait rattraper disons, la destruction du lien social dont les causes sont apparemment pas celles du fait que les gens sont devenus mauvais, mais
d'autres. Mais enfin voilà, le tableau, disons en gros, c'est un tableau dans lequel l'amour est présenté par une bonne partie de la philosophie sous le registre de la louange, comme un remède à l'état de notre société. Et j'ai voulu refaire vivre la tradition critique en philosophie, enfin, c'est bien vaste ambition. Mais c'est pour ça que ça vous donne peut-être l'impression que je n'ai pas voulu vraiment défendre des thèses, mais essayer de revoir les choses de cette façon. De l'amour comme remède universel, dans lequel on peut entrevoir un peu plus facilement en quoi ça pourrait être commandé. Une tradition kantienne qui nous dit qu'au fond, toute relation sexuelle, c'est pour ça que je parle non seulement d'une visée conservatrice dans l'éloge de l'amour, mais aussi puritaine et antisexuelle, c'est parce que dans la glorification de l'amour, il y a cette idée qu'une relation sexuelle qui n'est pas enrobée d'amour, qui n'a pas comme arrière-fond l'amour, est une relation sexuelle qui ne vaut rien. Elle ne vaut rien à la fois pour des raisons morales et pour des raisons psychologiques. Pour des raisons morales, parce qu'on reprend le vieux thème ancien de l'objectivation réciproque. Quand on a une relation sexuelle avec quelqu'un, quand on désire quelqu'un sexuellement, on le voit, comme dit Kant, comme un rôti qu'on a envie de dévorer pour apaiser sa faim. On le voit comme un objet. Et puis une fois que c'est fini, on le jette comme un citron pressé. Il faut dire que Kant était meilleur en cuisine qu'en amour. Ces métaphores, elles sont toujours du même genre, c'est-à-dire que dans la relation amoureuse, il y a quelque chose comme une objectivation réciproque. Alors cette objectivation réciproque, elle peut nous sauver en tant qu'humains, elle peut sauver notre dignité dans le cadre du mariage monogame en vue de la procréation. Alors ça aussi, je n'ai jamais compris pourquoi le fait que vous deveniez mon objet et je devienne le vôtre, ça nous rendait tous les deux non-objets. Mais bon, ça, ce sont des choses compliquées qui sont liées à sa conception de droit, etc. Mais en tous les cas, la dignité humaine est atteinte par une relation sexuelle purement animale, et pour la retrouver, donc, il faut la magnifier. Et la version donc, moderne, je dirais, c'est que c'est l'amour, plus le mariage, qui magnifie cette relation sexuelle, qui la sort de son animalité. Puis la version psychologie, au pluriel, comme le magazine, la version psychologie, c'est la relation sexuelle avec l'amour est plus gratifiante. On fait mieux l'amour quand on aime, que quand on n'aime pas. Ça nous donne plus, quoi. C'est plus gratifiant, psychologiquement et même physiquement. C'est quelque chose de plus plein, etc. Donc la raison, là aussi, c'est une forme d'usage de l'amour. On se dit qu'après tout, l'amour a cette fonction de magnifier la relation sexuelle. Mais c'est aussi une façon de dire qu'une relation sexuelle du genre de celle que je défends, éphémère, tarifée, etc., n'a aucune valeur morale et n'a aucun impact psychologique sur nous important, enfin aussi, sinon négatif. Donc c'est en cela que je vois non seulement l'aspect conservateur, mais aussi cet aspect antisexuel, puritain de ces éloges de l'amour, que j'essaie de dénoncer à la fois. Ceci dit, si je ne me trompe pas, mais vous me corrigez, parce qu'il se peut que je me trompe, pour Kant, ce qui est une faute morale, c'est pas de considérer l'autre comme un moyen, mais seulement comme un moyen. Sans qu'on continue à le considérer comme une fin, et on pourrait imaginer, alors c'est pas ce qu'il fait lui, mais on pourrait imaginer que dans une relation sexuelle sans amour, on considère quand même l'autre comme ayant une dignité humaine, et qu'on le respecte comme personne. Le problème pour Kant, c'est que ce simplement n'a jamais été vraiment spécifié. À partir de, par exemple, si jamais vous servez de plombier, vous en servez pas simplement comme un moyen. Enfin, vous en servez d'abord comme un moyen de réparer votre plomberie. Bon. Après, comment vous allez essayer de ne pas vous en servir seulement en le payant? Est-ce que c'est l'argent qui rend la relation digne? Est-ce que c'est en lui offrant un bouquet de fleurs? Est-ce que c'est en le rappelant pour le remercier? Il n'y a pas de spécification suffisante pour savoir, pour donner un contenu à ce seulement. Et il en va de même pour l'amour, c'est-à-dire, sans entrer dans des histoires personnelles, on sait très bien qu'il ne suffit pas d'envoyer un bouquet de fleurs à quelqu'un qu'on a quitté pour qu'il n'ait pas l'impression qu'il a été plaqué comme un objet, etc. C'est un peu plus compliqué. Donc on n'a pas de critères clairs pour savoir ce que signifie traiter autrui simplement comme un moyen. Voilà, je suppose qu'il y a des kantiens dans la salle qui vont être révoltés.
après ce chapitre-là, on se dit, mais ça parle de l'amour, ça parle pas de faire l'amour. Et puis ni non plus d'un choix entre philosopher ou faire l'amour. À un moment, si. À un moment, oui. Mais alors justement, la référence au banquet est intéressante aussi au sens où vous montrez l'influence presque, alors c'est moi qui me dis, presque tyrannique de la conception de l'amour qui nous vient de Platon et qui s'est étirée jusqu'à aujourd'hui et qui effectivement, on le voit dans le discours de Socrate, éloigne du corps et... C'est un peu le philosophie ou faire l'amour, ça correspondait à ça, enfin, à cette idée que le chemin, le cheminement, l'escalade vers les idées qui commence par la vision d'un beau corps, et puis s'étend à tous les beaux corps, puis aux belles idées, puis aux formes éternelles, ce mouvement socratique. Il y a plusieurs aspects qui sont intéressants, enfin qui l'étaient pour moi. D'abord, c'était dans le banquet. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est comparer le banquet de Platon avec le livre la nouvelle Parlez-moi d'amour de Raymond Carver. Alors, ça se passe dans là se passe dans une sorte de palace où vous imaginez des Grecs allongés, claquant des doigts pour se faire servir du vin, alors qu'ils s'étaient engagés à rester un peu sobres. Et chacun, enfin, il y a 7 personnages qui doivent expliquer leur conception de l'amour. Et puis, à la fin, mais finalement, c'est une femme, c'est Diotime qui a le dernier mot, puisque Socrate, donc, parle. Est-ce que c'est exactement le dernier? Bon, quelqu'un reprend la parole, mais enfin, c'est lui qui cloue le bec à tout le monde, comme d'habitude, Socrate. Mais sans se référer à son propre savoir, mais à celui d'une prêtresse, Diotime. Et c'est vraiment très intéressant, il y a une discussion exégétique assez importante autour de cela, parce que Socrate dit que la seule chose qu'il connaisse vraiment, c'est l'amour. Alors qu'en général, il a tendance à dire qu'il ne connaît rien. Mais bon, alors là, il y a aussi des discussions, et d'ailleurs Lacan a dit des choses qui étaient assez intéressantes là-dessus, sur le fait que, en fait, il connaît quelque chose, mais il le connaît de façon différentielle. C'est pas lui l'expert, il s'en réfère à un expert, il a une sorte de déférence à l'égard de Diotime, et c'est elle qui lui inspire ces paroles sur l'amour. Alors il se moque un peu de tous les autres, ceux qui invoquent l'idée de la moitié d'orange, enfin c'est pas de la moitié d'orange, enfin cette histoire que vous connaissez tous, des corps coupés en deux. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais je veux bien après qu'on discute. Ce qui est intéressant, si vous voulez, pour moi, c'est qu'on cherche une définition. Une définition qui serait la définition vraie. Et c'est un peu, ainsi que les philosophes font leur tâche. Nous avons des concepts qui sont un peu vagues, et puis là, le philosophe arrive, on met un peu d'ordre là-dedans, il donne la définition du concept d'amour. Et c'est ce que de nombreux philosophes essayent de faire. Or, pour différentes raisons que j'essaie d'exposer dans le livre, je rejette l'idée qu'on puisse définir ce genre de concept, comme d'ailleurs vérité aussi. Enfin. Et bon, il y a différentes stratégies pour arriver à en dire quelque chose sans essayer de définir en termes de conditions nécessaires et suffisantes. Il y a deux conceptions de l'amour qui sont débattues, qui sont courantes. L'une que j'appelle une conception conative, parce qu'elle part de la volonté conative, de notre désir de faire le bien de la personne aimée. Aimer, selon cette définition, c'est essayer de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le bien de l'autre, pour le bien de la personne aimée. Et puis il y a une autre définition que j'appelle affective, qui n'implique pas du tout des mouvements, mais simplement l'adoration, la jouissance de la personne, de la présence de la personne aimée. Ça ne veut pas dire donc qu'on lui fait du bien, on veut juste qu'elle soit là, on souffre en son absence, et on est heureux en sa présence. Donc c'est purement affectif, on a ce genre d'émotion. Alors évidemment, j'essaie de montrer les limites de chacune de ces définitions. Entre autres, aimer, est-ce que c'est vraiment, dans tous les cas, vouloir le bien de l'aimer? Non, on peut, par jalousie, possessivité, massacrer la personne qu'on aime, et c'est pas pour ça qu'on l'aime moins. Est-ce qu'on veut aussi, par rapport à la définition affective, la présence de la personne aimée? Mais non, ça aussi, les exemples sont extrêmement nombreux de personnes, surtout par exemple dans le cadre de la famille, où on aime nos parents, mais on n'a pas envie de les voir. Ou par exemple, on peut aimer un grand-père grincheux, mais la seule chose
qu'on aimerait, c'est qu'ils viennent jamais nous rendre visite. Donc cette idée que la présence de la personne elle est un critère important de la définition affective est tout simplement faux, parce qu'on peut très bien aimer quelqu'un sans souhaiter sa présence, sans jouir de sa présence. De la même manière, on peut très bien aimer quelqu'un sans vouloir son bien. Donc voilà le genre d'argument que j'essaye d'utiliser pour montrer que les définitions, elles sont toujours contestables. D'ailleurs, ce sont des concepts qui sont essentiellement contestés. Et je préfère une stratégie qui est complètement différente. Au lieu d'essayer de trouver une définition socratique qui nous donne le dernier mot sur ce qu'est l'amour et qui nous le définit en termes de conditions nécessaires et suffisantes, donc j'envisage la possibilité qui a été développée par Wittgenstein d'une définition prototypique, d'une image typique. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur ça. On demande à des gens, des échantillons assez massifs, quelle est votre représentation de l'amour? Est-ce que c'est l'amour des parents pour leurs enfants? Est-ce que c'est l'amour romantique? Est-ce que c'est l'amour pour les chiens? Est-ce que c'est... Il y a toutes sortes. Et le résultat est toujours un peu du même genre, c'est-à-dire que c'est l'amour familial, l'amour d'une mère pour son enfant qui est considéré comme le modèle typique de l'amour. Et les autres formes d'amour, on peut les considérer comme étant plus ou moins proches de ce modèle, comme étant plus ou moins proches de l'image typique que nous avons de l'amour. Mais on peut dire que si on essaie de définir en termes d'image typique, on ne va pas dire quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes de l'amour, mais on va dire est-ce que c'est plus ou moins éloigné de l'image typique qu'on a de l'amour. Et cette idée d'image typique, elle est venue de réflexion sur le concept d'oiseau. Parce que en fait, l'image typique que nous avons d'un oiseau, c'est que c'est un être qui est capable de voler, qui a des plumes, un bec, etc., pour quelques traits caractéristiques des oiseaux, mais qui nous mettent dans une mauvaise position lorsqu'on pense aux poules, qui ont du mal à voler, aux manchots, qui ils ne correspondent pas, mais ils sont des oiseaux quand même. Non. Et alors, l'idée, c'est de dire, c'est plus ou moins des oiseaux. Alors, on peut être très oiseau et un peu moins oiseau et pas oiseau du tout. Et donc, on a une ligne continue qui va de l'image typique au centre jusqu'à une sorte d'extrémité où l'image disparaît complètement de l'oiseau. Et j'ai essayé de faire la même chose avec l'amour. C'est-à-dire, j'ai essayé de prendre quelle était l'image typique et aller le plus loin possible sans jamais proposer une définition. Et comme exemple typique d'une définition qui marche en termes de conditions nécessaires et suffisantes, par Quine par exemple, c'est être célibataire, c'est être non marié. Mais alors vous avez l'impression, oui, mais par exemple, est-ce qu'il y a un bébé qui vient de naître qui n'est pas marié? Est-ce qu'il est célibataire? Il faut ajouter quelque chose, vous dire, oui, non, c'est un adulte, etc. En fait, vous vous rendez toujours compte qu'il y a quelque chose qui manque dans ces conditions nécessaires et suffisantes. On a besoin beaucoup d'arrière-plan, de savoir que, par exemple, pour nous, ça paraît évident qu'un célibataire est un adulte. Voilà. Mais c'est pas certain, peut-être à 16 ans. Mais j'ai envie de revenir à l'histoire qu'on avait ensemble. Et il nous est devenu insupportable que la personne soit devenue comme ça, mais à ce moment-là, c'est pas la personne qu'on aime, c'est la personne, je sais pas, qui n'est plus celle qu'on aime et à qui on le reproche. Oui, vous avez raison. La nouvelle que j'avais évoquée tout à l'heure de Raymond Carver parle exactement de ça. C'est un groupe de personnes qui se retrouvent dans une cuisine à boire des choses gin, tout ça. Rien à voir avec les délicieuses boissons de l'Antiquité. Et alors, il y a un cardiologue, un spécialiste des affaires du cœur, mais enfin il s'est trompé, il croyait aussi qu'il est spécialiste des affaires sentimentales du cœur. Et puis Terry, une jeune femme, raconte qu'elle est terriblement amoureuse de l'homme avec qui il vit, mais qui est très très violent. Et de temps en temps, il la prend par les pieds, il la fait tourner dans le salon. C'est pas le genre de choses qu'on lirait chez Platon, mais la situation est à peu près la même. Ils sont sous, ils sont dans une cuisine, et donc elle raconte cette histoire, et l'autre répond, donc c'est à peu près le même format. Et évidemment, elle dit, voilà, on s'aimait. Et un des protagonistes dit, mais c'est pas
impossible, pas pour des raisons de temporalité. On a beaucoup de mots pour parler des choses, mais pourquoi employer le mot amour pour parler d'un type qui prend par les pieds, qui tape tout autour de... C'est peut-être pas tout à fait approprié. Et elle répond en disant mais oui, pour moi, c'était ça l'amour. Alors, bon, un autre conclut en disant oui, c'est probablement un amour masochiste, mais enfin, au fond, ils sont obligés de faire cette concession, que ça peut exister même sans temporalité. Il peut y avoir ce... Puisque elle parle du moment où elle éprouve son amour dans cette violence. Oui, par l'intermédiaire même de cette violence. C'est ce qu'ils disent alors. À qui on ne peut pas reprocher toute confine moraline, c'est pas celui qui va nous dire comment on doit aimer ou pourquoi, ou qui va faire une glorification de l'amour, mais il en parle justement de beaucoup. Alors c'est vrai que ça rejoint la question de la définition, puisqu'il en propose une. Il en propose une, hein, la définition de l'amour par Spinoza, c'est la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Alors présente ou pas présente, il ne précise pas. Mais il y a cette idée effectivement que l'amour, c'est cette joie-là, c'est-à-dire la présence d'une joie. Une définition affective. Voilà, une définition affective, effectivement. Alors en ce qui concerne Spinoza, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a tout un fil dans le texte qui parle de la définition de l'amour par rapport au bien absolu ou au bien relatif. Ça, c'est important parce que Yankelevitch, par exemple, que je cite tout au début, parle du fait que même dans aimer quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui ne mérite absolument pas notre amour, qui n'est pas admirable, c'est déjà bien parce que ça met en notre cœur un sentiment. C'est toujours bien d'aimer, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc ça, c'est ce que j'appelle une conception absolue du bien. Et il y a aussi une conception relative du bien, qui consiste à dire qu'il faut aimer ce qui est bien et fuir ce qui est mal. Et cette conception qu'on retrouve chez Descartes et aussi chez Spinoza. Et c'est donc une conception du bien relatif. Et que l'amour est une sorte d'indicateur, nous permet de nous rapprocher de ce qui est bon pour nous, de ce qui va nous faire croître, nous rendre heureux. Et bon, alors la différence avec Descartes, c'est que chez Spinoza, il n'y a pas de volonté intentionnelle. C'est notre corps entier qui nous pousse vers l'autre, alors que chez Descartes, c'est une décision. Donc, c'est beaucoup plus volontaire dans l'esprit. Mais pour tous les deux, il y a cette idée que l'amour est disons, une sorte de thermomètre de ce qui est bien pour nous et de ce qui n'est pas bien pour nous. Comme si il y a des choses qu'on doit fuir. Il ne faut pas tout aimer, contrairement à ce que dit Yankelevitch, parce que pour lui, on peut tout aimer parce qu'on en gardera quelque chose, parce que l'amour a quelque chose de bien en soi et nous enrichit. Même si c'est aimer un nazi, enfin ça, je ne sais pas, ça me faudra que Yankelevitch. Là, par exemple, les unions homosexuelles, fussent-elles fondées cependant sur l'amour, etc. Et vous terminez la note par cette question, je cite, « Pourtant, si l'amour permet de tout justifier, pourquoi ne pourrait-il pas servir à légitimer les unions homosexuelles, incestueuses ou sadomasochistes ?» Alors, cette invitation à légitimer les unions incestueuses touche à un profond tabou, en l'occurrence, dans la société. Alors, il me dit, bon, il est placé comme ça. Quand on a lu d'autres textes de vous, notamment dans Les Princes sans chose, il me semble, oui. On peut comprendre certaines choses, mais là, à la lecture comme ça, oui. ça hérisse peut-être un petit peu. Alors, en fait, non, je suis content que vous parliez de cette note parce que j'ai eu un débat avec une philosophe qui s'acharne contre ce qu'elle appelle la théorie du genre. Et donc elle me disait que je voyais l'amour de façon trop négative, que l'amour justifie aussi, peut être un facteur de progressisme, dans le sens. Donc mais je ne lui ai pas rappelé que j'avais justement en note dit que ça peut servir, les deux, ça aurait été un peu prétentieux. Mais là, je ne peux pas dire beaucoup plus que ce qui est écrit dans la note, à moins que vous vouliez qu'on parle de la justification de l'inceste. Moi, je veux bien en discuter. Oui, je pense que ça pourrait être alors, en fait,
elle part d'une différence sur laquelle j'insiste souvent entre ce qui est choquant, ce qui est immoral et ce qui devrait être interdit par la loi, qui sont trois choses qui sont complètement différentes. En fait. Il y a des choses qui peuvent nous choquer dans les études dont je fais état dans le livre sur les croissants chauds. On pose à des gens, c'est toujours pareil, sur Internet, massivement, qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui trouve un drapeau national, le drapeau de la France, et qui n'a pas de chiffon, et donc qui décide de nettoyer les toilettes avec. Est-ce que c'est choquant? Est-ce que c'est immoral de faire ça? Est-ce que c'est immoral de se masturber dans un poulet congelé? C'est-à-dire, c'est un peu choquant que le type aille au supermarché dès qu'il a une occasion de se masturber dans un poulet. L'idée, c'est simplement que maintenant vous avez Peace Christ, la toile de André Cerno, qui prend il est catholique lui-même, il est croyant, mais bon, pour différentes raisons, il fait une œuvre qui est poursuivie par les catholiques du monde entier, partout où elle va, les gens essaient de la vandaliser, dans laquelle il a mis son urine entre dans le montage du tableau, dans le cadre du tableau, et donc ça s'appelle Peace Prize. Et donc c'est très choquant pour de nombreuses personnes. Est-ce que c'est immoral de faire ça? Est-ce que ça devrait être interdit par la loi? Est-ce que ça devrait aller en prison parce qu'il a fait ça? Voilà la différence. En ce qui concerne l'inceste, il faudrait être stupide pour nier que c'est choquant socialement pour les personnes. Bon, c'est de toute éternité, même s'il y a toutes sortes de transgressions dont Lévi-Strauss a si bien parlé. C'est choquant socialement dans l'état de nos mœurs. Alors, il y a eu un débat en Allemagne récemment, comme vous savez, vous n'avez peut-être pas. Et il y a eu un couple qui a demandé parce que les relations sexuelles sont interdites entre adultes, fussent-ils consentants. Au Canada, c'est 14 ans de prison, enfin, quand ils sont prêts à ça. Et en Allemagne, il y a un courant très fort pour dépénaliser l'inceste. Et entre autres, l'un des arguments qui est utilisé par ceux qui sont contre la dépénalisation, c'est que les enfants des personnes qui appartiennent à une famille risquent d'avoir des tares génétiques. À quoi le comité d'éthique allemand a répondu qu'il ne voulait pas rentrer dans des considérations d'ordre eugénique. Donc, des handicapés peuvent essayer d'avoir un enfant, on ne leur interdit pas. Là, ils avaient 4 enfants, 2 étaient handicapés, 2 étaient bien. Et ce serait revenir à l'eugénisme de leur interdire pour cette raison-là. Alors, pour quelle autre raison on peut leur interdire parce que, peut-être pour des raisons sociales, mais il faudrait revenir pratiquement à l'état de nature qu'envisage Lévi-Strauss, dans lequel il fallait que les familles s'ouvrent aux autres, renoncent à leur propre sœur pour pouvoir bénéficier de celle des autres, pour faire société. Mais bon, ça ne se pose plus du tout aujourd'hui, cette question. Donc la justification lévi-straussienne, qu'on ressort d'ailleurs à chaque fois, elle n'est pas très pertinente, et de toute façon, elle est sociale. Elle n'a rien d'éthique. Il n'y a pas d'élément éthique là-dedans. C'est simplement un facteur de survie de nos sociétés à 2 égards, donc biologique et social, et qui sont tous les 2 contestables. Donc je suis d'accord pour dire que c'est quelque chose qui nous choque socialement, qui nous heurte dans nos convictions biologiques mal fondées d'ailleurs, mais il faudra avoir d'autres critères pour dire que c'est immoral. Alors, moral est un bien vaste mot, il recouvre plusieurs façons de la concevoir, et celle que je défends, c'est-à-dire une éthique minimale qui part du principe que tant que vous ne causez pas de tort intentionnellement à autrui, il n'y a rien d'immoral. Les torts que vous vous causez à vous-même en vous suicidant, en vous droguant, en vous mutilant, etc., n'ont pas d'importance morale pour moi. Donc, dans le contexte, évidemment, de mes croyances à moi, je ne vois pas en quoi le fait que 2 adultes consentants ont envie d'avoir une relation sexuelle
puisse être condamné comme étant immoral. Maintenant, est-ce que ça doit être interdit par la loi? C'est encore une autre question. Il est possible que la loi se raccorde ou bien des principes moraux, des principes sociaux, ça dépend de la conception que nous faisons du droit. Pour certains, le droit doit suivre les mœurs, et donc doit essayer, dans la mesure du possible, de protéger la société, de défendre la société. Et pour d'autres, le droit doit avoir une base morale, à travers, par exemple, un concept comme celui de la dignité de la personne humaine. Et dans ce cas-là, il faut qu'elle explique quelle est sa conception de la morale pour savoir si elle est acceptable aussi. Donc voilà, c'est cette différence entre le choquant, l'immoral et l'interdit par la loi qui me permet à la fois de dire qu'il faudrait être idiot pour nier le choc que représente l'inceste, et philosophiquement aveugle pour voir que ça n'a rien à voir avec la morale. C'était important, me semble-t-il, de préciser, parce que quand on lit